Quand tu développes aussi vite, aussi longtemps, à un moment donné, il faut faire une phase de consolidation. Commencer à optimiser la production, optimiser, dans le fond, les achats, optimiser tous les détails de l'entreprise derrière, s'assurer que, dans le fond, tout le reste de l'entreprise suit. Cette phase de consolidation-là est ultra importante si on veut tomber en hyper-croissance tantôt. Notre entreprise a grandi beaucoup par le fonds autogénéré. Le challenge, c'est de développer en recherche et développement avec peu de ressources. Donc, il faut être imaginatif. Fait que c'est le cash flow qui était difficile. Le cash flow, là, ça a été tout le temps le nerf de la guerre dans l'entreprise. Je pense que les véritables sacrifices, là, c'est les premiers 5 employés de l'entreprise. C'est eux autres, en rentrant dans l'entreprise, qui ont vraiment bûché fort dans les premières années où il fallait juste développer, pas encore vendre. Ça a été tough pour eux autres. Puis moi, je leur lève mon chapeau sur ça. On peut-tu se permettre de rêver? Puis de commencer à avoir des rêves qui sont fous, qui n'ont pas rapport, qui sont irréalistes, mais au moins que si on commence à rêver puis se définir un objectif, une vision, il y a bien plus de chances que ça se réalise. Hey, bienvenue dans un autre épisode du côté sombre des affaires où est-ce qu'on rencontre des entrepreneurs pour apprendre de leur parcours, de leurs erreurs, de leurs succès. Et aujourd'hui, je vous amène en Turquie parce qu'on est à notre retraite du club privé en Turquie. 8e journée, on tourne la dernière journée de notre périple. On a fait 4 jours à Istanbul, 4 jours ici dans la merveilleuse région de Cappadocia. C'était exceptionnel. Peu d'heures de sommeil, les voies rauques pour tout le monde. On a eu la chance de connecter, de découvrir du monde exceptionnel, d'avoir du fun ensemble, vivre des expériences. Aujourd'hui, je rencontre l'un de nos membres du club privé qui est partenaire dans Intelinox, qui est une entreprise qui est en train de révolutionner le monde de la restauration, qui est un monde, une industrie qui est plutôt conservatrice. Et bien, j'ai bien hâte d'échanger avec lui. Donc, il est partenaire depuis 7-8 ans. Lâché grosse job pour rejoindre l'entreprise et aujourd'hui, ils sont en pleine expansion, développent le Canada, mais aussi les États-Unis. Donc, Jean Rousseau, bienvenue parmi nous. Merci. C'est un plaisir de t'accueillir, mon cher. C'est un plaisir qui est réciproque. Moi, j'ai toujours dit que moi, je suis parti en affaires à l'âge de 20 ans, de rien. J'avais pas d'enfant, pas de maison. J'avais rien. J'avais rien. Puis je suis parti, puis c'était dur. Mais j'ai toujours dit que j'ai énormément de respect pour ceux qui quittent un emploi avec des responsabilités, des enfants de maison, de conjoint, whatever, puis qui choisissent d'aller risquer de se lancer en affaires. Et c'est ce que tu as fait. Donc, oui. Peux-tu me parler un peu de cette transition-là? Donc, de ce que je comprends, tu étais à Sept-Îles, grosse job. Je sais pas si à ce moment-là, tu avais des enfants, mais tu avais déjà cette responsabilité. Qu'est-ce qui t'a amené l'idée folle de dire « je lâche tout ça, puis je m'en vais crever de faim une couple d'années pour peut-être un jour réussir ». Ben, en fait, quand j'ai fini mes études, j'ai rencontré une belle Sept-Îlienne. On s'est mariés. Ah, c'est à cause de ça. Elle m'a attaché à cette île. C'était dans le contrat de mariage. À ce moment-là, je lui ai dit, 1 an ou 2. Puis, tu l'avais rencontré où? À cette île. Okay. Dans mes stages après l'université. Puis, bon, ben, finalement, le 1 an, 1 an ou 2 s'est transformé en 7-8 années. OK. Ma première intention, quand j'ai fini mon bac, c'était d'aller rejoindre l'entreprise Intelinox que mon père avait fondée avec 2 autres associés. Tu avais déjà ça en tête? Oui, okay. J'avais déjà ça en tête. Puis à ce moment-là, il m'avait répondu, Jean, l'entreprise est jeune, on est vraiment à tout début. C'était trop tôt encore pour pouvoir joindre l'entreprise. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé de prendre un emploi à Sept-Îles dans l'annulerie Alouette. Un bon emploi, un beau milieu quand même. Sept-Îles, c'est une belle ville. J'ai quand même apprécié là, de vivre mes 8 années là-bas, faire du plein air. C'est magnifique. C'est un décor à couper le souffle. Vraiment une belle place. Par contre, les grandes entreprises, ça a ses défis. Tout comme être entrepreneur d'ailleurs. Puis quand on a... C'est d'autres défis. Oui, bien, quand on a le sang entrepreneurial qui nous coule dans les veines, quand on veut changer les choses, avancer, évoluer, grandir, casser la baraque, c'est dur dans les grandes entreprises de faire ça. On doit quand même respecter les structures en place. Et ça, c'est toi que je trouvais extrêmement difficile. De juste pas pouvoir penser, appliquer, flipper des idées, se tromper, mais vraiment de pouvoir faire ça beaucoup plus rapidement.
Fait que tu étais toujours en mode solution, de, hey, si on pourrait améliorer ça, on pourrait changer ça. Ouais, Puis exactement. les idées se rendaient jamais à terme parce que ben, il y a un paquet de paliers. Puis, Ben, il y a des défis supplémentaires. Puis, c'est c'est pas pour lancer des roches à cette industrie-là. C'est compréhensible à la grandeur des entreprises qui ils ont mis des processus, il faut les respecter. Alors, au fil des années, j'avais tout à cet intérêt-là de revenir un jour à Québec. J'en glissais une fois de temps en temps un mot à ma femme. Mais bon, de fil en aiguille, on s'est acheté une maison, bâti une autre maison, acheté un bloc. C'est enraciné à cette île. Les amis, le côté Les social. amis, exactement. On a eu 3 enfants à cette île. Puis je me trompe, c'était une grosse job là, que tu avais. Ben, à l'Alouette, ne veut pas, c'était une bonne emploi, effectivement. On était cadre là-bas. Je m'occupais des véhicules mobiles à l'entretien, cadre, puis c'était un excellent job. Mais à un moment donné, le téléphone a sonné. Mon père m'appelle, il dit Jean, c'est le temps. Oh. Là, ça se fait sérieux? pas le jour au lendemain, là. Là, Comment qu'on se sent? Parce que tu m'avais dit ça, mais comment qu'on se sent quand son papa nous appelle pour nous dire ça? Écoute, moi... C'était quoi comme ta première réaction? T'avais quel âge first, puis c'était quoi ta première réaction? J'avais quel âge? Ben, ça fait 7-8 ans, donc 32 ans. OK. Puis ma réaction, c'est oui. Ah ouais, tu sais? Laisse-moi en parler à ma femme. Ça se fait pas comme ça non plus. À un moment donné, c'est une décision de famille. C'est pas une décision juste ça implique un déménagement. C'était pas juste de joindre une entreprise. Là, c'était le exactement. C'était déménager, vendre tout ce qu'on avait là-bas, changer de milieu. Les enfants ne veulent pas les amener à Québec. C'est quand même, on était dans un bon timing. Il n'avait pas commencé à maternelle encore. Il était tout en bas de 5 ans. T'en avais à ce moment-là? T'en avais déjà 3? Ouais, 3. Mon plus vieux, il est rentré à maternelle l'année suivante. Okay. C'était quand même un bon timing pour ça. Ben oui. Mais quand même un défi parce que ça se planifie. Les pancartes à vendre sur des 3 bâtiments, puis commencer à mettre ça en branle. Le bloc s'est vendu rapidement. La maison que j'avais aussi, celle qu'on habitait, c'était un petit peu plus compliqué. Alors, j'ai dû rester un petit peu plus longtemps à cette île-là. Ma femme est déménagée pour la rentrée scolaire pour mon garçon. Puis à ce moment-là, j'ai resté à cette île le temps de soutenir les 2 maisons parce qu'à un moment donné, on se ramasse avec 2 hypothèques. Et une des enjeux d'aller en affaires, c'est sûr l'aspect salarial, c'était une bonne drop. Donc, il fallait avoir des bonnes raisons de le faire, des raisons qui sont... Tu coupais-tu tes revenus en 2 ou en... Oui, on coupait ça de moitié. Ouais. De moitié, littéralement. Ouais, littéralement. Fait que clairement, c'était pas l'aspect qui drivait le show. Ouais. Moi, j'ai toujours dit qu'en business, si le côté financier, c'est ta motivation première, ça ne marchera pas parce que quand tu vas tomber dans les tempêtes, c'est toi qui vas prendre hit. Tu vas payer tes employés avant de te payer. Puis... oui, ça, c'est arrivé aussi à différents moments. Là. Ouais. Fait que tu as pris ce risque-là de dire je coupe ma paye en 2. Oui, carrément. Mais peut-être un peu temporairement notre style de vie. Puis... C'est une décision, comme je l'ai dit tantôt, qu'on l'a pris, moi et ma femme ensemble, en connaissance de cause. Ouais. Et jamais que ça a été un élément de conflit entre nous deux, parce qu'on était les deux all-in à déménager à Québec. Évidemment. Puis jamais qu'on est revenu sur le sujet à cette île, on a de meilleures conditions, on gagnait plus cher, ou l'assurance au niveau de la santé, et tout ça. On n'est jamais revenu là-dessus. Pour nous autres, c'était comme, regarde, on a tourné la page, on avait un nouveau défi, on était all-in dans le défi. Je dis souvent, cette journée-là, j'ai fait ce move-là, j'ai arrêté de travailler. J'ai arrêté de travailler dans le sens que j'ai commencé à triper, m'amuser. Puis je ne suis plus jamais rentré au travail un lundi matin. Puis ça, c'est quand même important parce que, tu sais, dans la vie, faire ce qu'on aime, c'est long de travailler du temps là, quand on rentre à reculons. Là. C'est vraiment long. Puis, tu sais, quand on peut faire de quoi qui nous fait triper, vibrer, là, la notion de travail, elle change complètement. Puis moi, c'était mon cas. Là. Je suis rentré dans l'équipe. C'est une jeune équipe encore à ce moment-là. L'équipe était tripante, jeune. Puis pour moi, c'était comme... Go, on embarque dans l'aventure, on met l'épaule à la roue, puis à ce moment-là, on ramasse la portion de la business qui est dans le besoin, qui a le plus besoin, puis on fait juste comme bûcher comme tout le monde pour avancer la business. La business avait combien d'employés à ce moment-là, puis elle est rendue à combien aujourd'hui? À ce moment-là, quand je suis rentré, on était alentour, d'après moi, peut-être 13 employés, 14 employés. Là, on est rendu à pas loin de 40. Fait que c'est sûr qu'elle a une bonne croissance depuis, là, vraiment. Le podcast Le Côté sombre des affaires est produit par Avego Club Privé. C'est quoi le Club Privé Avego? En fait, c'est un réseau exclusif de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'entrepreneurs
de haut niveau qui veulent s'entraider, apprendre et vivre des expériences uniques et authentiques ensemble. Les gens qui font partie du club privé sont typiquement des entrepreneurs de plus de 15 à 20 ans d'expérience, ont un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars par année. C'est des gens qui sont des leaders dans leur domaine, dans leur industrie, des personnes humaines, authentiques, qui se prennent pas pour d'autres. Se joindre à Avego, c'est de faire partie d'une famille, d'un regroupement de gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent grandir, évoluer, triper ensemble. Si vous voulez appliquer pour le club privé, vous pouvez rejoindre avegoacademy.ca et si votre demande de candidature est retenue, vous allez ensuite rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra valider si le club privé est fait pour vous et est-ce que vous êtes rendu là et par la suite vous donner des explications de comment le programme fonctionne. Alors, avegoacademy.ca. Et on retourne au podcast. Puis là, parle-moi de ça parce que explique peut-être à ceux qui nous écoutent qu'est-ce que vous faites globalement. Donc, vous aidez justement les restaurateurs à optimiser leur système de climatisation. Au niveau des hôtes, effectivement. Donc, au niveau des pour faire ça commerciales. simple, là, nous, on travaille. La première élément qu'on a développé chez Intelinox, c'est le contrôle. C'est le point faible de tous les systèmes de ventilation. C'est, dans le fond, c'est de bien mesurer l'activité de cuisson sous les hôtes. Ce qui permet de faire l'économie d'énergie dans une cuisine, c'est que quand tu es en mesure de déterminer la charge de cuisson en temps réel, tu peux descendre tes volumes d'air évacués au minimum, ce qui permet de rentrer moins d'air. Fait que, ultimement, si tu sors 50 moins d'air, tu en rentres 50 moins, mais ta facture d'énergie en lien avec ta ventilation est 50 moins grande. C'est simple de même. Puis ça, la clé de tout ça, c'était vraiment la technologie qu'on a mis en place avec nos optiques qui sont vraiment révolutionnaires dans le marché. C'est la pierre angulaire de l'économie d'énergie. Si tu mesures les particules dans l'air de façon efficace, Ouais. ben, tu es capable de descendre tes hôtes quand même de façon importante parce que, advenant qu'il y a un peu de fumée dans l'air, de la vapeur, n'importe quoi, ben, les capteurs le captent rapidement. On augmente de façon ponctuelle le débit des hôtes pour après ça redescendre ce débit-là pour tout le temps sortir le moins d'air C'est possible. quelque chose qui se faisait dans cette industrie-là ou c'était quelque chose qui était plus. Une industrie qui est un peu plus conservatrice, à moins que je me trompe? Il y avait qu'il un a pas eu produit, beaucoup ben, d'innovation? il y a encore un produit, un de nos compétiteurs aux États-Unis qui ont des capteurs optiques. C'était les précurseurs dans le domaine. Là, vraiment, là, on leur doit quand même ça. Là. Ils ont bâti la connaissance, ils ont bâti la vague avec le genre de système à débit variable comme on fait aujourd'hui. Ils ont leurs produits à certaines forces, certaines faiblesses, mais nous autres, on a vraiment misé à pallier à ces éléments-là avec notre technologie pour les rendre encore plus robustes, encore plus fiables, pour s'assurer que dans le fond, un système, quand tu l'installes, ben, il va faire la job longtemps, ça ne brise pas. Puis, dans le fond, il y a un effet de rapidité à détecter les particules. On voulait vraiment miser là-dessus. La mission qu'on s'était donnée à ce moment-là, c'est vraiment d'avoir la meilleure technologie au monde. Puis c'est un peu un but un peu utopique, là, mais C'est ce qu'on appelle une vision. oui, c'est ce qu'on appelle une vision. Puis je Une peux vision sincèrement grandiose. dire que là-dessus, on a réussi haut la main. Wow. Aujourd'hui, on est reconnu avec notre marque EcoAzure vraiment dans le marché international. On a travaillé à bâtir notre brand EcoAzure. On n'a jamais travaillé avec du OEM ou des sous-marques. On a tout le temps voulu bâtir la notoriété de notre marque. Puis aujourd'hui, ben, quand on parle d'EcoAzure aux États-Unis, au Canada, Ils savent que c'est nous autres. en Europe, ben, C'est la ils meilleure. savent que c'est nous autres. La lumière bleue, là, quand tu vois ça dans une hotte, tu sais que c'est Intelinox, c'est EcoAzure, rien de moins. Wow. Ouais. D'ailleurs, vous venez juste de gagner un prix Oui, on a exceptionnel. gagné, effectivement, on a gagné C'est un prix avec reconnaissant, les ça. Mercuriades, donc manufacturier innovant. Fait que c'est vraiment une belle reconnaissance pour tous les efforts et l'énergie qu'on y met. Ben oui. Puis là, ben, on est en finaliste aussi pour les Fidéides, fait qu'une autre reconnaissance intéressante. On va voir si on va gagner le prix sous peu, dans peut-être un mois ou deux. Nice. Fait que, à suivre pour ça. Félicitations. Puis comment ça a été d'arriver dans une industrie où ce que c'est pas mal tous les fournisseurs et tout ça, où ce que on sait l'industrie de la restauration, c'est difficile, fait que veux pas, Ouais. t'installes, quand tu fais t'installes un nouveau restaurant, ben, t'as ton projet de construction et tout ça. Puis la ventilation, c'est quand même une portion importante dans le budget global. Oui. Puis je pense que c'est, en tout cas moi, de mon expérience, sans avoir été dans la restauration, c'est souvent là où on sous-estime les coûts. Ah Fait ouais. que ça se peut-tu que c'est quelque chose que longtemps il a été mis de côté ou ce que on va prendre la solution la moins dispendieuse. Puis là, vous êtes arrivé avec une solution qui est bien meilleure, qui est meilleure pour l'environnement. Donc, je présume que le coût est plus élevé aussi là, Ouais, t'as à raison. l'achat. Peut-être pas Donc, avec le retour sur investissement, mais on a beaucoup d'éducation à faire. Tu sais, c'est du vent. Hein? Puis quand on vend du vent, on ne vend pas du vent, on vend les contrôles le vent. Mais on a beaucoup d'éducation à faire. Parce que les gens ne sont pas conscients à quel point les hottes, c'est la pièce d'énergie, pas la pièce d'énergie, la pièce
d'équipements la plus énergivore de la cuisine. Tantôt, on le disait, là, mais pour un peu illustrer les volumes d'air, un restaurant moyen de 5000 CFM, là, qui est vraiment un standard dans le marché, un CFM, c'est l'équivalent d'un ballon de basketball en termes de volume. Tu en sors 5000 à chaque minute, tu en rentres 5000, fait que s'il fait moins 10 dehors, il faut que tu chauffes à 21. Là. Fait que ça fait des énormes volumes d'air à chauffer pour une cuisine. Ça, c'est souvent fait au gaz naturel, au propane. Alors oui, effectivement, là, c'est un gros coût, puis c'est sous-estimé. Puis quand on met une technologie ou des équipements en place qui sont assez de base, bien, ils ne modulent pas, donc tu es à 100% dans le prélat tout le temps. Ça fait que les factures d'énergie viennent avec. Ouais. Puis tu as raison, quand on arrive avec un système à débit variable, ben, c'est plus qu'un certain contrôle on-off. Ça a un coût, mais ça a un retour sur investissement. Donc, le retour sur investissement justifie bien l'investissement. Oui, exact. Tu payes un peu plus cher, mais finalement, tu réduis tes coûts d'énergie, puis overall, tu reviens avec un... C'est en plein ça. Puis, il y a tout le temps le volet, on veut faire de l'économie d'énergie, mais jamais au détriment du confort. Fait quand tu arrives avec un système à débit variable comme ça, ce qui est intéressant, c'est que là, tu as moins de courant d'air dans la cuisine, tu as moins de pollution sonore dans la cuisine. On est rendu maintenant. Donc, tu fais moins de bruit, la température est moins chaude, c'est plus confortable pour les employés de cuisine. Puis, c'est en plein ça. S'il y en a qui n'ont jamais travaillé dans une cuisine, il faut avoir travaillé dans une cuisine pour comprendre qu'il fait chaud. Puis, je comprends quand tu parles de confort. Bien, il y a 5 ans, on a mis en place la marque, Le 5 ans, on a mis en place le Confort du Chef qu'on appelle aujourd'hui. C'est une marque enregistrée. OK. Confort du Chef, il y a des brevets derrière ça aussi. Puis le Confort du Chef, dans le fond, ce que ça permet de faire, c'est au lieu de rentrer de façon traditionnelle avec les entrées d'air qui est sur le marché, une température d'alimentation d'air fixe, où ce que finalement, elle n'est pas en fonction de la température de cuisine, nos systèmes vont bien sûr réagir à la température de cuisine pour ajuster la température d'alimentation en fonction de justement la température de la cuisine. Et plus il fait chaud, plus qu'on rentre de la fraîche de façon évidente. Puis c'est simple, hein? Mais pourtant, le marché, il n'avait pas évolué là-dessus. C'était une température fixe partout. Et ça, on a joint ça avec d'autres approches où finalement, durant l'hiver, quand on est en mode chauffage, on va garder la chaleur des équipements en cuisine beaucoup plus. S'il n'y a pas de particules dans l'air, ça va aider à chauffer la cuisine, donc pouvoir baisser encore plus les températures d'alimentation d'air, sortir encore moins d'air. Finalement, on économise partout, puis ça vient pratiquement doubler les économies par rapport à un système standard. Wow. Puis ça, ben, c'est beaucoup de programmes de subvention qui aident, dans le fond, dans ces projets-là, à venir réduire le prix upfront. Fait que des partenaires comme Énergir, Transition énergétique Québec sont des excellents partenaires d'affaires dans ça. Ça permet d'aller souvent aider à gaper le coût de ces technologies-là qui sont un petit peu plus coûteuses. OK, parfait. Puis dans toute cette croissance-là, donc je comprends que ton père, c'est l'inventeur ou du moins c'est le gars créatif qui Mon père, c'est le visionnaire. Le visionnaire de tout ça. C'est lui qui a eu cette vision-là de devenir le meilleur. Il ne sait pas en tout comment faire pour le créer, mais c'est le visionnaire. Il s'est entouré de gens qui savaient comment le faire. Mais malgré que tu sois visionnaire, ben en fait, toutes les grandes entreprises, c'est des visionnaires qui ont cru à quelque chose qui n'était pas possible ou qui n'existait pas. Il a cru là-dedans. Les premières années ont dû être difficiles. Puis à un moment donné, justement, il a commencé à vivre de la croissance. Il était amené on board. Puis là, la business a vraiment explosé. Mais c'est quoi les plus gros challenges que vous avez eus d'amener un nouveau produit sur le marché dans une industrie qui est peut-être un peu plus conservatrice ou qui n'était pas rendue là nécessairement ou qui ne savait pas qu'il était rendu là, en fait? Le plus gros challenge, c'est que je pense que c'est le niveau de connaissance des gens ou ce qu'ils ne sont pas conscients de cet aspect-là. Qu'il a fallu éduquer beaucoup. On est un petit peu en avant de notre vague dans le domaine. Hein? Fait que quand on est autant innovant, ben finalement, des fois, le marché n'est juste pas conscient de cette innovation-là et de l'ampleur que ça peut avoir dans leur quotidien. Il n'est pas conscient du problème. Exactement. Fait qu'il faut éduquer le problème. C'est une industrie qui a enduré toute sa vie. Là. Ils ont enduré des conditions en cuisine extrêmement chaudes, le bruit, puis ces gens-là ne se plaignent pas. Et aujourd'hui, là, par contre, il y a un changement. Les gens, de plus en plus, comprennent que le confort en cuisine est important. Rétention de main-d'œuvre, c'est rendu un enjeu pour bien des restaurateurs. Fait que c'est pas rare maintenant qu'on va dire hey, moi, là, savez-tu quoi? Je veux de la climatisation dans ma cuisine maintenant pour l'été. Puis ça, c'est de quoi qu'on n'entendait pas il y a 5, 6, 7 ans. Là. Puis là, aujourd'hui, on commence à l'entendre. Puis de plus en plus, bien là, on est rendu avec des technologies de thermopompe qu'on va rajouter sur les entrées d'air pour donner du confort en été, ajouter encore plus d'économie d'énergie durant l'hiver, réduire les gaz à effet de serre, avoir une empreinte environnementale beaucoup plus faible. Notre but, c'est vraiment de se diriger vers une cuisine qui est carboneutre. Oui. À part l'éducation, c'est quoi les défis ou les challenges que vous avez dû... Je dirais que notre entreprise qui est, a grandi beaucoup par le fonds autogénéré. On n'a pas été nécessairement avec des gros partenaires financiers.
Le challenge, c'est de développer en recherche et développement avec peu de ressources. Donc, il faut être imaginatif. Donc, on a été plusieurs années, je dirais, Fait que c'est de le vache cash flow maigre. qui était difficile. Cash flow, là, ça a été tout le temps le nerf de la guerre dans l'entreprise. Comment ça vous a impliqué, ça, dans vos décisions, dans vos choix, dans la façon de gérer l'entreprise? On a souvent sacrifié sur nos payes pour être capable d'avancer la technologie, de compléter, dans le fond, nos innovations pour les mettre en marché. C'est clair qu'on s'est mis en deuxième plan, puis il y en a qui l'ont fait plus que d'autres. Je pense à mon père, Mario, qui a été une des personnes qui a été souvent le bourreau là-dedans, où c'est lui qui a ramassé le plus de contre-coups. Puis ça a été vraiment un aspect où ça a été tough. Ça sera recommencé. Est-ce qu'on est recherché plus de partenaires financiers? Je ne le sais pas parce qu'aujourd'hui, on est vraiment 100% maître de notre technologie. Ben, pas maître, mais on est 100% propriétaire de notre technologie. C'est le fun. Ouais. On a de la liberté dans l'entreprise. On n'est pas menotté. Puis ça, ben, ça nous ouvre d'autres portes aujourd'hui que probablement qu'on n'aurait pas eu dans d'autres circonstances. La mission d'Avego a toujours été d'inspirer et d'aider les entrepreneurs à créer des entreprises d'impact qui font une différence dans la société. Je me fais tout le temps dire, Olivier, j'aimerais ça faire partie de ta retraite. J'ai pas assez d'expérience. Je veux rencontrer d'autres entrepreneurs. Je veux faire partie d'Avego. C'est la raison pour laquelle on a créé le programme Accélérateur. Ce programme-là a été conçu pour aider l'entrepreneur qui désire se lancer en affaires, le jeune entrepreneur, mais qui touche aussi l'entrepreneur averti, aguerri. C'est quoi en fait? C'est des ressources pour t'aider dans plusieurs aspects de ta business, mais aussi d'un point de vue personnel. Donc, c'est un programme qui comprend plusieurs programmes de nos formations les plus utilisés. Donc, si tu es un ou une jeune entrepreneur, que tu es en croissance, Avego peut t'aider maintenant avec le programme Accélérateur. Alors, rends-toi sur avegoacademy.ca et rejoins le programme Accélérateur pour rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra te donner tous les détails et que tu puisses enfin faire partie de la grande famille d'Avego. Ouais. J'ai toujours beaucoup de respect pour les entrepreneurs qui réussissent à un haut niveau. Tu sais, des fois, on voit des entrepreneurs qui sont rendus avec des belles maisons, des belles voitures, les yachts, puis tout ça, mais les gens oublient justement ce sacrifice-là pendant des années de viande maigre, puis de se couper nos payes, puis tu parlais que ton père était celui qui s'était sûrement le plus souvent coupé une paye, mais ça devait être le gars qui travaillait le plus aussi dans le business. Fait que, tu sais, souvent, c'est que tu fais des semaines de fou. Je suis pas prêt à dire ça. Non? T'es pas prêt à dire ça? Je regarde l'équipe autour. Là, puis, Tout le monde travaillait comme des fous? Oui. Okay. Oui, mon frère Alexandre qui est dans l'entreprise aussi, Marc Gretia, qui est un des fondateurs. Ces gars-là, dans les premières années, avant même que je rentre, là, ils ont vécu pas mal plus de misère que moi j'en ai vécu quand je suis rentré, je peux vous le dire. Là. Ouais. Eux autres, moi, je leur lève mon chapeau parce que je pense que les véritables sacrifices, là, c'est les premiers 5 employés de l'entreprise. Là. C'est eux autres, en rentrant dans l'entreprise, qui ont vraiment bûché fort dans les premières années où il fallait juste développer, pas encore vendre. Ça a été tough pour eux autres. Puis moi, je leur lève mon chapeau solide. Ah ouais, hein? Ouais. Wow. Moi, je pense que je suis arrivé au moment où on commençait à se déployer. Puis j'ai vécu la belle période où là, on vit des succès, on grandit année après année, puis des belles croissances. Ouais. Puis, oui, il y a des moments difficiles, mais malgré tout, on s'en est sorti tout le temps. On a réussi à aller chercher des gros clients importants qui nous ont fait confiance, puis ça a vraiment débloqué la business. Là, puis après ça, ben, on a vraiment flippé le business de côté. Puis aujourd'hui, c'est quoi votre plus gros challenge? C'est-tu encore l'éducation? Vous êtes plus connu. Je sais que vous êtes rendu beaucoup plus aux États-Unis. Bon, il y a toute l'histoire avec les tarifs, là, avec les États-Unis aussi qui rentrent là-dedans. L'exportation, c'est un challenge pour vous autres. La gestion, le staff, ou le cash flow est encore le nerf de la guerre pour vous? Le plus gros challenge aujourd'hui, c'est quand tu développes aussi vite, aussi longtemps, à un moment donné, il faut faire une phase de consolidation. Et là, je pense qu'on est rendu à cette étape-là de l'entreprise où on a développé vraiment des belles technologies. Il faut les digérer. Il faut commencer à optimiser la production, optimiser, dans le fond, les achats, optimiser tous les détails de l'entreprise derrière, nos employés aussi au niveau de la formation, puis s'assurer que, dans le fond, tout le reste de l'entreprise suit sur ces innovations-là. Ouais. Puis ça, cette phase de consolidation-là est ultra importante si on veut tomber en hyper-croissance tantôt. Parce que sinon, la fondation va être ébranlée, puis tout va s'écréancher. Puis le but, c'est vraiment de faire une croissance, oui, rapide, mais contrôlée. Oui, c'est ça.
OK. Puis ça, c'est un art. C'est un art, je te le dis. Là. Est-ce que tu t'occupes de ce volet-là? Non. Non, c'est pas toi qui es Il responsable. y a des gens plus compétents que moi qui s'occupent de ça Qu'est-ce que tu présentement. fais plus précisément? Moi, je m'occupe beaucoup plus du volet commercial d'entreprise. OK. J'ai tout le Développement. temps, ouais, le développement. Aussi, j'ai tout le temps une patte dans l'ingénierie avec la recherche et le développement. Parce que Pour que le produit suive qu'est-ce que toi t'entends sur le terrain. exactement, Avec le marché. comprendre les besoins du client, puis faire le lien entre les besoins du client et toute l'ingénierie puis la production, dans le fond, pour s'assurer que ça soit bien maillé ensemble. C'est super important. Puis si on vient qu'on développe puis on est déconnecté de nos clients, à un moment donné, on peut vraiment prendre une tangente parce que finalement, tu ne réponds plus à un besoin. Ouais. Fait qu'il ne faut pas s'éloigner du besoin de nos clients à un moment donné et être à l'écoute. Est-ce que vous l'avez vécu à un moment donné, justement, d'innover puis d'aller dans une direction, puis finalement vous rendre compte que le marché, c'est pas ça qu'il voulait, puis réajuster le tir, ou vous avez vraiment toujours été à l'écoute, puis le produit a juste évolué positivement vers une meilleure version tout le temps? Très bonne question. Au fil des années, on a tout le temps eu notre core business qui était autour des contrôles. Puis ça a tout le temps vraiment été assez bien aligné. Puis on a développé ça, puis on a consolidé ça. Puis ça s'est assez bien fait. Mais autour de ça, c'est temps en temps, il y a tout le temps plein d'opportunités. Il y a tout le temps plein d'autres choses qu'on aurait pu faire ou broder autour de ça. Et à un moment donné, ça nous éloigne de notre mission première, qui est de fermer le chauffage de la cuisine commerciale. Puis oui, il y a des choses qu'on a été et qu'on a faites, qu'à un moment donné, ça nous a peut-être distrait de cette première mission-là. Mais en même temps, ça nous a aussi aidé au niveau financier à faire des ventes supplémentaires. Est-ce qu'aujourd'hui, je le regrette de les avoir faites? Je te dirais que je n'ai pas vraiment de regrets. Parce en que même ça temps, t'amène ailleurs, ça m'amène ailleurs. Puis ça a été nécessaire pour la croissance d'entreprise parce qu'à un moment donné, on était autofinancé. Par contre, est-ce que c'était core business et c'était aligné tout le temps? Je pense pas. Si c'était à refaire, est-ce que tu as des projets justement que tu aurais juste skippé pour éviter de perdre le focus? Y a-t-il d'autres choses que tu n'aurais juste pas faites si tout était à refaire? Probablement qu'il y a des choses qu'on aurait pu mettre de côté, là, c'est certain. Il y a des éléments qu'on a développés que finalement, après coup, quelques mois, ben finalement, on se rend compte qu'on a mis beaucoup de ressources là-dedans, puis ça n'a pas donné le résultat qu'on voulait. Puis pendant ce temps-là, ces ressources n'ont pas servi à faire grandir ton core business. Ouais. Fait que, bon, on n'est pas dans le regret, mais on apprend de ça. Ben non, aujourd'hui, exact, ça nous permet de prendre. C'est ça. Aujourd'hui, ça nous permet d'être encore plus focus. Puis souvent, ben, je vais parler avec mes collègues, je vais dire non, ça, on ne vend pas ça, on reste ici. Puis tu sais, on apprend du passé à un moment donné. Ouais. Apprendre à dire non à certains clients qui ont des besoins qui sont bien légitimes, exactement. mais qui ne se cadrent pas avec votre technologie ou qu'est-ce que vous voulez. Ben c'est ça, tu sais, la technologie comme on a là, elle peut s'appliquer dans plein d'autres domaines. Puis, tu sais, il y a des chambres à peinture qui nous ont demandé aussi d'innover avec eux autres. On en a fait une, deux, trois peut-être, mais à un moment donné, il a fallu que j'apprenne à dire non à ce marché-là parce que je me rendais compte que ça siphonnait trop d'énergie dans ma business. Puis l'ingénierie et les autres départements, quand ils rentrent dans un volet qui n'est pas core business, ça prend 10 fois le temps. Fait que là, tu manges ton contrat en temps. Puis finalement, ben, encore là, tu ne mets pas ton temps à la bonne place. Fait que c'est pas long, là, starter une business, là, quand tu commences à rentrer un élément qui est en dehors un petit peu ou qui demande de l'innovation ou de l'ingénierie. Souvent, c'est qu'on sous-estime, on a une idée, ah oui, c'est bon, on fait ça, puis finalement, oh, OK, là, ça va impliquer ça, puis ça, puis ça. Tout le temps. Tes deux mains, ben oui, exact. Tout le temps, on sous-estime. On va faire ça dans 3 mois, c'est réglé, puis là, finalement, tu viens d'occuper ton staff pour les 3 prochaines années. Une des technologies qu'on a implantées dans les dernières années et demie, c'est les thermopompes en chauffage, dans le fond, en biénergie avec les entrées d'air au gaz. Puis j'ai totalement sous-estimé la quantité d'énergie et de temps que ça allait prendre pour rentrer des thermopompes dans le décor de la cuisine commerciale. Je suis content de l'avoir fait, je ne regrette pas, je le ferai encore. Mais, comme tu disais tantôt, là... Tu aurais pu sauter cette étape-là, mettons. Ben, aujourd'hui, je sais pas si je te sauterais. C'est un passage peut-être obligé, mais clairement, ça a pris 50 fois le temps qu'on pensait que ça allait prendre. Facilement. Oui. Puis encore aujourd'hui, on est en train de consolider les choses. Ça va bien, c'est le fun, c'est un succès. Mais il a fallu travailler pour notre succès. Ah ouais. Ah ouais. Puis, je suis curieux, ces projets-là où ce que vous avez peut-être dérivé un peu, c'est-tu des idées que vous avez eues puis que rapidement vous avez dit, OK, on part et on le fait? Ou ça a été vraiment réfléchi, puis finalement... Il y en a que c'est par opportunité. Il y en a que c'est vraiment réfléchi, puis c'était fait partie du plan de match qu'on avait établi initialement. Des fois, le marché tire dans une direction, puis on saute 2 pieds joints dedans. On sous-estime, comme on dit, un peu l'énergie que ça va demander, mais finalement, c'est vraiment une bonne décision. Fait que finalement, c'est un mélange de toutes ces réponses. Mais vraiment, beaucoup de fois, des clients nous ont demandé des choses, puis on a répondu
oui, un peu trop rapidement. Ouais. Puis après ça, ben, il faut que tu livres la marchandise. Puis des fois, ça nous a fait mal, mais des fois, ça c'est nous a bon. fait grandir. Ouais. Puis la somme de ces expériences, je pense qu'en bout de ligne, ben, elle nous a fait beaucoup grandir. Puis aujourd'hui, ben, on est un peu plus ferme dans la façon de choisir nos opportunités, je vais dire ça comme ça. Ouais. Faut apprendre à dire non. Hein. Exactement. Je pense qu'au début, en affaires, on dit oui à tout. Puis à un moment donné, avec la sagesse, ben, Ah oui. on apprend qu'il faut dire plus Sais-tu souvent quoi? non qu'autrement. Ça Mais il faut sert. être capable de dire oui rapidement quand il y a une opportunité qui se présente. Dans une jeune entreprise, il faut être capable de pratiquement dire oui sur tout à un moment donné parce que l'argent ne pousse pas dans les arbres. À un moment donné, il faut payer les salaires à la fin du mois. Puis à un moment donné, il faut flipper, se dire oui à tout, là, à dire non à bien des affaires. Parce que là, tu dis non, là, on s'est concentré là-dessus. Puis là, si on ne veut pas déstabiliser la fondation d'entreprise, ben il y a des choses qu'on ne peut pas prendre. Puis on réalise que ces éléments-là, souvent, qu'on dit oui, qu'on n'aurait pas dû, c'est instantané, on le voit dans l'entreprise. Là. Tout à coup, là, c'est des réunions, puis ça devient très laborieux, puis là, ça avance pas, puis il faut pousser, puis finalement, on met 10 fois plus d'énergie là-dedans, puis c'est pas pour autant 10 fois plus payant. Là. Non, c'est ça. Vraiment exact. pas. Ah, ouais. Le podcast Le Côté sombre des affaires est produit par Avego Club Privé. C'est quoi le Club Privé Avego? En fait, c'est un réseau exclusif de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'entrepreneurs de haut niveau qui veulent s'entraider, apprendre et vivre des expériences uniques et authentiques ensemble. Les gens qui font partie du club privé sont typiquement des entrepreneurs de plus de 15 à 20 ans d'expérience, ont un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars par année. C'est des gens qui sont des leaders dans leur domaine, dans leur industrie, des personnes humaines, authentiques, qui se prennent pas pour d'autres. Se joindre à Avego, c'est de faire partie d'une famille, d'un regroupement de gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent grandir, évoluer, triper ensemble. Si vous voulez appliquer pour le club privé, vous pouvez rejoindre avegoacademy.ca. Et si votre demande de candidature est retenue, vous allez ensuite rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra valider si le club privé est fait pour vous et est-ce que vous êtes rendu là et par la suite vous donner des explications de comment le programme fonctionne. Alors, avegoacademy.ca. Et on retourne au podcast. Parle-moi un peu de ton projet. Tu es un philanthrope dans l'âme. Puis hier, tu me parlais d'un super beau projet que tu es en train de mettre en place qui vient aider les familles qui ont de la misère à bien se nourrir puis à s'alimenter et tout ça. Tu as même dit que tu agrandissais vos bureaux, votre usine pour justement créer des boîtes, des paniers pour remettre à des familles. Parle-moi un peu de ça, puis de où est-ce qu'est venue cette idée-là pour toi de redonner à la communauté. Là, à peu près 5 ans, on a un peu restructuré notre entreprise. On a défini notre mission, valeurs, tous les éléments qui étaient importants pour notre entreprise, nos 4-5 valeurs vraiment ultra importantes. Donc, on parle de travail d'équipe, on parle d'innovation, l'aspect environnemental, prendre soin de la planète. Mais un des points, c'était prendre soin des gens, donc redonner. Puis, on avait mis ça sur ce poster-là qu'on a affiché dans notre salle des employés, dans notre salle de conférence. On se le rappelle souvent, on fait des conseils d'administration, on se tire à faire parce qu'on veut être proche de ça. Ouais. Puis, à un moment donné, je challengeais mon équipe, je dis, tu sais, prendre soin des gens, tu sais, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans l'entreprise? On est tous impliqués individuellement. Tu sais, je pense qu'on est tous vraiment des gens qui ont à cœur à différents niveaux de s'impliquer dans différents organismes autour. Mais en tant qu'entreprise, concrètement, comment nos employés nous perçoivent dans ça? Puis, je leur ai dit, on peut-tu se permettre de rêver? Puis de commencer à avoir des rêves qui sont fous, qui n'ont pas rapport, qui sont irréalistes, mais au moins que si on commence à rêver puis se définir un objectif, une vision, il y a bien plus de chances que ça se réalise que si on fait juste en parler puis qu'on passe au prochain point. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, on a fait un genre de brainstorming, juste de rêve, puis on a commencé à parler de garde. Puis on était loin. Des rêves en lien avec les actionnaires ou des rêves en lien avec l'entreprise? Où est-ce que vous comment l'entreprise peut servir ou comment l'entreprise peut être impliquée dans un projet qui est plus grand que juste faire des affaires. Des affaires, exactement. Ouais. Puis là, à ce moment-là, on avait sorti des idées comme agrandir le bâtiment puis faire un genre de lieu pour les organismes à but non lucratif qui pourraient venir, qu'on pourrait au moins donner un toit sur la tête puis qui pourraient opérer, faire ce qu'ils font déjà à travers nos bureaux. On avait sorti plein d'idées, mais bien sûr, aucun moyen financier. Fait que à cette étape-là, ben écoute, c'est juste, garde, c'est pas grave. On n'a pas les moyens, mais permettons-nous d'avoir ces réflexions-là, puis on va voir où ça va nous mener. Ouais. Puis à un moment donné,
je croise un de mes amis, Samuel Béchard, puis il me dit, Jean, il dit, moi, il dit, j'aimerais vraiment, j'ai à cœur de faire une banque alimentaire à Québec. C'était impliqué aussi à Montréal dans ça. C'est quelqu'un qui est ultra généreux de sa personne, vraiment, là, impliqué en Afrique, à faire des puits, tu sais, il a dédié sa vie à aider des gens. Wow. Ce gars-là vient me voir et dit, j'ai vraiment à cœur de faire ça à Québec, mais par où commencer? Moi, il me dit ça, c'est sûr que je fais ni une ni deux. Hey, sais-tu quoi? Ça serait cool qu'on puisse agrandir notre bâtiment, faire ça. Mais j'ai dit, je sais pas comment on va arriver là, par contre. À ce moment-là, quand on en parlait ensemble, c'était comme un méga mur de briques devant nous. Puis on disait, regarde, on est stallé. Je veux dire, mais pas grave, réfléchissons, continuons la réflexion. Mais tu vois, c'est là que les gens arrêtent. Ouais. Tu sais, quand on parle de fixation d'objectifs, puis de rêve, puis tout ça, les gens, ils pensent à ce qu'ils veulent. Et là, ce qui va différencier quelqu'un qui va réussir à faire des grandes choses ou pas, c'est que on va s'arrêter à je sais pas comment y arriver ou c'est impossible ou dans ma situation actuelle, tu viens de le dire, on n'avait pas d'argent. On avait une belle grosse idée, un rêve incroyable, mais on n'avait pas les moyens de nos ambitions. Exact. Puis la plupart des gens qui réussissent pas, ben c'est ça, c'est qu'ils arrêtent là et disent ah ben non, c'est pas possible. Au lieu de dire ben je vais garder le focus sur ma mission, sur mon objectif, puis la vie va m'envoyer des solutions, je vais avoir des idées, je vais avoir des personnes que je vais rencontrer, puis Ouais. fait que vous autres, vous avez gardé ça, même si c'était totalement irréaliste, vous avez gardé ça en tête. Ben, quand il m'a parlé de ce Qu'est-ce qui s'est passé après? Quand il m'a parlé de ce projet-là, moi, je l'ai présenté à mon CA, mais là, je vais avoir l'air d'un... Je veux dire, c'est pas une décision de business, on s'entend, là. C'est uniquement une décision d'affaires, tu sais, j'allais dire pas une décision d'affaires intelligente, mais ça n'a rien à voir avec ça, là. C'est pas logique, d'un point de vue business, de dire on se lance dans un projet de même, puis on se distrait un peu de notre business qui est de couper le chauffage d'une cuisine commerciale, à un moment donné. Mais je lance l'idée à mon équipe, je dis hey, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis ce qui est dur dans un domaine comme celui-là, c'est de trouver la ressource qui va s'impliquer puis qui est aussi passionnée que nous autres. Parce que, tu sais, on ne peut pas runner une deuxième organisme. Là, ça ne se fait pas. Là, on est déjà dans notre business, on est déjà impliqué. Ça prend quelqu'un qui l'a à cœur puis qui va s'y mettre à temps plein. Puis là, cette personne-là, elle est devant moi. Puis tant qu'à moi, oui, le financement, oui, agrandir, c'est tous des défis puis c'est des méga murs devant nous. Mais la clé pour dénouer tout ça, c'était la personne qui avait devant moi. Fait que là, je leur présente ce projet-là, puis j'ai pas eu besoin de les convaincre. Ils ont tous trippé bien raide, puis, mais on n'avait pas plus le savoir comment faire. Là. Mais c'est pas grave, vous l'avez mis là. Mais on a dit, garde, ça serait hot. On fait ça. Ouais, ça serait hot. Fait que de fil en aiguille, on réfléchit à différentes solutions. À ce moment-là, on parlait d'agrandir. Bon, on s'est dit, ben, si on agrandit, aussi bien agrandir un petit peu plus. Mais là, bon, avec quel argent? Pas d'argent. Tu sais, notre projet était déjà bien ficelé pour ce qu'on avait en termes de besoins d'entreprise. Puis en décembre passé, on a décidé de faire de quoi de fou. C'est de dire, hey, on se lance, puis on commence à faire une première distribution avec nos locaux. Pas de place, là. On a fait de la place dans le shop, on tasse les palettes, on tasse tout, puis on rentre de la nourriture qui vient de Montréal, que MNG, dans le fond, nous a gracieusement donné. On a loué un camion, on a fait l'aller-retour le vendredi. Le samedi matin, on débarque toutes les palettes dans le shop. On annonce ça un petit peu autour de nous. 40 bénévoles se pointent. Écoute, on a refusé. Il y avait 80 quelques bénévoles d'inscrits. On prend ces palettes-là, trie la nourriture, puis finalement, on crée 80 paniers de nourriture. On distribue ça dans l'après-midi. Il faisait moins 15. On s'est allé dans un parking. Wow. L'erreur d'aller dans un parking à moins 15 distribution. On était toutes gelées comme des... Ça n'a aucun sens. Mais cette journée-là, on a nourri 80 familles juste avec la volonté humaine. Tu sais. C'était malade. Wow. Parce qu'à ce moment-là, ça n'a pas pris d'argent. Vous aviez le contact qui vous a amené la nourriture qui était des surplus tu parlais de Costco puis de certaines épiceries. Oui, c'est Sobeys, Costco qui donne la nourriture. Ouais. Puis MNG Montréal sont équipés pour leur recevoir. Puis eux autres, ben, ils ont dit, c'est vous quoi? Vous voulez décoller MNG Québec ou une organisme comme ça? Go. Voici, on vous donne la nourriture. Juste du bras, puis là, ben, vous avez réussi à trouver le monde qui voulait le faire bénévolement. Fait que vous avez rentré ça dans l'entrepôt en fin de semaine, on distribue, on fait ça au travers. Dans une journée. Puis on a un impact réel chez des familles de la ville de Québec. Wow. Puis cette journée-là, on s'est dit baby step. Je me souviens, j'en avais une rencontre avec des gens qui avaient à cœur le même projet. Puis c'est ça qui baby step, ça m'est tout le temps. Ouais, baby step, ça m'a tout le temps resté dans. Attendons pas d'avoir toutes les ressources pour commencer à avancer, de faire un premier pas. Ouais. Parce que si on attend, on va rester là toute notre vie. On fera rien. Fait que tant qu'à moi, c'est des pas de foi. Là. Tu sais, tu dis, garde, je sais pas comment ça va aller, je sais pas comment ça va ressembler, mais go, on se lance. Puis cette journée-là, quand on a fait notre première distribution, je me souviens, c'était tout croche.
On C'est rentre sûr. les palettes. Écoute, à un moment donné, je fais pause à tout le monde. OK, ça pas. marche pas. On se rend en ligne de cette façon-là. Fait que là, tout le monde sont là avec un sourire dans la face. Ils sont tous prêts à s'en virer de bord. Il n'y a personne qui chiale. Ils sont tous là pour avoir du plaisir, pour donner au suivant. On se rencontre. On sort en ligne. 15 minutes après, pause, ça marche pas. On s'en va en ligne de l'autre bord. Faites ça 3 fois dans la journée. Wow. Puis tout le monde a trippé. Écoute, il y a personne... Comment ça a été le feeling là, d'aller cogner, ou je ne sais pas comment ça s'est passé, mais voir la famille qui n'est pas en moyen ou qui a des difficultés? Des fois, c'est des séparations, des maladies, perte d'emploi temporaire. Ah, Puis, c'est toutes ces hey, j'ai réponses. des enfants à nourrir, puis j'ai pas moyen, il me reste 20$ dans mon compte de banque. Là. Puis il y en a pas mal plus qu'on pense au Québec. Là. Ah, vraiment. Il y a plein de pauvreté dans plein de pays, mais Écoute, au avec Québec l'inflation, aussi, avec ce qu'on c'est vit là, incroyable. avec la nourriture il qui y est a tellement beaucoup de chère, monde là, qui crève de faim en ce moment. beaucoup de personnes qu'on ne s'attendrait pas sont dans le Ouais. besoin. C'était quoi la réaction de ces c'est- familles-là? ah, ben, écoute, Oui, puis surtout le feeling de donner au suivant. C'est tellement... moi, je pense sincèrement que de donner, on reçoit tellement plus en échange. Le sentiment de pouvoir répondre à des besoins comme ça, là, je te dirais, ça vient nous chercher. Là, puis les Ah, émotions embarquent, c'est certain. Ben moi, tu m'en as parlé hier, écoute, puis j'étais comme, oh wow! Oui, puis non, moi écoute, ça vient me chercher très, très, très profondément. Puis de pouvoir accueillir ces personnes-là dans la dignité, tu sais, de les prendre Sans soin jugement. d'eux autres, sans aucun Ben oui. jugement, Oui. juste avec de la compassion puis de l'amour, tu sais. Ouais. Puis les voir repartir avec un sourire dans le visage, avec de la nourriture, puis d'être surpris qu'ils amènent 2-3 sacs d'épicerie, puis finalement, ça déborde, puis on est obligé d'en mettre dans le char parce qu'ils n'ont plus de place, puis qu'ils ne s'attendaient pas à recevoir autant de nourriture. Tu sais, c'est capoté raide, là. Puis depuis, à tous les mois, on en a fait une distribution comme ça, avec les moyens du bord. On a commencé le baby step en décembre, puis on s'est dit quoi? On continue une fois par mois, puis elle vienne que pourra. Puis on s'est dit un jour, ben si ça amène à faire, tu sais, à toucher du monde qui ont à cœur ce même projet-là, ben tu sais, peut-être qu'on aura les ressources de le faire. Puis de fil en aiguille, une ressource qui s'est manifestée, qui a offert de payer pour l'agrandissement du bâtiment avec un prêt sans intérêt. Wow! C'est malade mental. Puis honnêtement... Tu vois, le pouvoir d'avoir un objectif sans savoir comment, puis cette personne-là, tu la connaissais pas, elle est arrivée dans ta vie, tu parles de ça, ou... On la connaissait déjà, de par des amis, Ouais. mais à un moment donné, c'est quoi? Demander. Ouais. Oser demander. Puis honnêtement, on ne s'attendait pas à une réponse à l'affirmative, mais cette personne-là a Si tu beaucoup le de demandais moyens. pas, c'est sûr que ça n'aurait pas été voulu. Exact. Puis tu sais, au lieu de faire un don de 15 000 $ par année à un organisme, ben, pourquoi pas faire un don de 40 000, ben pas un don, mais un prêt de 40 000 sans intérêt, que ultimement, ben, l'organisme, c'est un don récurrent, là, tu sais. Ben oui. Puis ça l'aide à partir la roue. C'est incroyable ce qu'ils ont fait là. Ils vont avoir, ces gens-là vont avoir un impact énorme dans la vie de centaines de personnes de Dans la façon ville de récurrente. Québec. Là. Ouais. Puis il n'y a pas juste lui aussi qui a contribué, il y a d'autres entrepreneurs autour. Puis je regarde juste notre entreprise qu'on essaie de donner des pieds carrés, de donner l'infrastructure pour le faire. Il y a d'autres personnes qui sont prêtes à aider pour les fenêtres, la structure. Puis là, finalement, c'est un travail d'équipe où tout le monde on met ça ensemble. Là, tu cherches On des résultat. sous-traitants un peu, justement, puis on va passer le mot dans la communauté avec eux pour des gens qui peuvent t'aider à donner des matériaux. Ah, c'est certain. puis Là, ça, il reste encore un autre 100 000 d'investissement là, à Ouais. faire pour On va compléter t'aider là, les là-dedans, c'est sûr. infrastructures. Puis, Ouais. tu sais, c'est quoi? J'ai zéro stress, aucun doute, on va y arriver. Wow. Les gens, ils ont à cœur de donner. Oui. C'est beau de voir ça. C'est Les gens vraiment aiment beau. ça quand ils sont conscients que, encore plus, quand ils sont conscients que ce qu'ils donnent va directement aider. Oui. C'est pas un chèque, une fondation, Non, qu'il y a c'est une ça. grosse structure, puis les autres, Tu vois, on a tout il n'y éliminé. a pas de l'aspect salaire, là. Il n'y a pas exact. de structure. C'est... Tout On qui amène le est- stock, on le package, on le prépare, puis on va le porter à. C'est des ça, familles. le minimum de frais fixes. Là, le minimum, on les a tous éliminés. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Fait que, tu sais, ce qui est donné à cet organisme-là est redistribué aux gens. C'est hot. C'est incroyable. C'est hot. Puis là, ton objectif, ta vision, c'est qu'une fois que l'agrandissement du bâtiment va être complété, vous allez nourrir 250 familles par semaine. Mais là, je sais plus, là, parce que là, en parlant avec Guillaume Abatialo, il faut que je double le chiffre. Là. Pas le choix. Là. Lui, il avait un objectif de 500, il faut qu'il aille à 1000. Ben là, on a dit 250, il va falloir aller à 500. On n'a pas le choix. Mais baby step pour se rendre à 1000 par semaine. Mais c'est vrai. Exact. Puis comme tu dis, ben, c'est en parlant, en demandant. Exactement. Peut-être que la famille Abatiello va te donner un coup de main, puis c'est ça. Puis avec notre tribune ici, ben s'il y a des gens qui veulent aider, qui veulent contribuer, je sais que vous cherchez des bénévolats des fois pour remettre Exactement. des trucs, vous cherchez des matériaux justement pour cet agrandissement-là, puis pourquoi pas venir pas? aider ces familles-là qui ont... Tu sais, Tu sais, puis on fait partie, on se le disait cette semaine, on fait partie des privilégiés dans la société où on a tout le temps de l'argent dans le compte ou
de la nourriture dans le frigidaire, mais il y en a qui arrivent le soir, puis il n'y a plus rien dans le frigidaire. Ils ont des enfants, imagine. Non, c'est triste. J'ai jamais vécu ça personnellement, puis évidemment, mes enfants non plus, mais ça doit être tellement incroyable. Puis j'entendais quelqu'un me dire qu'il y a énormément d'enfants au Québec qui déjeunent pas le matin. Ouais. Il y en a que leurs parents n'ont même pas moyen de leur donner un lunch sur leur dîner. C'est grave, là. C'est grave. C'est grave. On est rendu là. C'est malheureusement rendu là. Ça s'est accentué depuis toute la pandémie, l'inflation. Et ça ne s'en va pas dans une pente qui s'améliore, je pense. Non, puis je pense que c'est un devoir collectif de réagir à ça, puis de contribuer de quelconque façon que ce soit. C'est pas tout le temps financièrement, une contribution, là. On parlait de team building cette semaine avec certaines personnes. Je disais, hey, sais-tu quoi? Une fois par semaine, pas une fois par semaine, une fois par année, vous venez avec votre équipe, puis on prend un après-midi, venez-vous-en. Ça va vous faire plaisir, 30-40 personnes, on vous coach, on fait des paniers ensemble. Après ça, à la fin de la journée, il y a une distribution qui va se faire avec les résultats et le fruit de vos efforts. C'est tellement gratifiant Ben oui. de donner, là. À tous les niveaux. Tellement. Ouais. Mais félicitations. Pour vrai, c'est noble, c'est vraiment sharp. Puis félicitations d'avoir gardé ça en tête, même si c'était pas réaliste. Ouais. C'est ça qui fait le succès. Exact. C'est d'avoir des idées complètement folles, puis de faire confiance les bonnes personnes, les bonnes Garder les opportunités vont yeux se sur la présenter. vision. Ouais. Ouais. Exactement. Jean Rousseau, merci mon cher. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était un Toujours un plaisir. plaisir. Ça me fait plaisir de t'aider. Puis j'espère que toute la belle communauté va pouvoir t'aider et te faire grandir là-dedans, puis avoir un impact. Ça a toujours été notre mission, avoir de l'impact sur les gens, puis avoir de l'impact sur les entrepreneurs pour qu'eux aient de l'impact. Et c'est ce que tu fais, c'est le synonyme de ce qu'on veut, c'est d'aider les entrepreneurs à avoir de l'impact. Fait que tout ce qu'on peut faire pour t'aider pour voir le fruit de ce travail-là puis cet impact-là, ben, ça va être vraiment le fun. Mais c'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, on vous invite à partager le podcast. On peut trouver Jean sur LinkedIn, sur Facebook, Intelinox. Y a-t-il un site web par rapport à la fondation? Non, pas encore, mais Non. on va travailler sur la version MNG Québec. Mais présentement, MNG Montréal est un petit peu l'organisme parent. Bon, ben voici qu'est-ce que je peux faire tout de suite. Je suis partenaire dans une entreprise de site web, Rubber Duck. Et si tu veux, on te fait ton site web sans frais pour ton organisme, pour que tu aies une page qui explique un peu comment c'est, puis avoir une visibilité. Je te l'offre, ça fait plaisir. Très cool. On part avec ça. Excellent. Puis après ça, on va t'aider avec plein d'autres choses autour. Merci, Olivier. All right. Alors, j'espère que ça vous a plu. Site web d'Intelinox. Bientôt, le site de l'organisme que Jean s'occupe dans la région de Québec. Il y en a un autre dans la région de Montréal qui s'appelle comment à Montréal? MNG. MNG à Montréal. Pour Mais- ceux qui connaissent des gens qui ont peut-être des problèmes à bien manger puis à se nourrir en ce moment. Puis là, ça va être MNG Québec Voilà. sous peu. Et si vous avez aimé, on vous invite à partager le podcast à vos contacts, à vos amis et sur les réseaux sociaux. On se voit dans un prochain épisode du Côté sombre des affaires.